Hello my friends, aujourd'hui, je réponds à vos questions. Encore une fois, c'est quelque chose qui m'est demandé souvent. J'ai pas le temps de répondre à tous les messages puis commentaires qui sont sur les vidéos. Fait que j'en ai pris quelques-unes. Je vous ai demandé si vous aviez des questions pour moi. Puis c'était pas mal concentré sur les relations amoureuses. Il y avait peut-être 2 questions sur la van life, puis si je vais refaire de la van life, fait que ça, je peux répondre tout de suite en partant, puis on va aller au vif du sujet qui vous intéresse, c'est-à-dire la peine d'amour, être en amour, avoir le cœur brisé, and everything in between. OK, fait commençons juste par parler de la van life et si je vais faire des vidéos dans le futur et qu'est-ce qui arrive avec mon nouveau véhicule. En gros, j'ai fait une vidéo l'année passée de mon nouveau véhicule. J'ai vendu ma van parce qu'elle n'était pas fiable. J'avais besoin de l'argent pour investir dans d'autres choses, potentiellement une nouvelle maison. Fait que bref, je me suis fait acheter, louer en fait, un véhicule neuf. Neuf. Pour avoir aucun problème quand je roule avec. Puis j'ai aucun problème aussi à dormir dans un véhicule. Je trouve que c'est plus compact, c'est plus pratique, c'est plus subtil aussi. Quand je pars avec ma van, j'aime être dans le présent. Je pars parce que je veux être en vacances, parce que je veux profiter de la nature, je veux profiter de moi, de la vie. Quand je me filme, ben disons que je suis pas tant dans le moment. Je pense au bon angle, de quoi j'ai l'air. Ça me prend beaucoup plus de temps. Puis je suis moins dans l'appréciation. Fait que si je pars avec des gens, il y a des grandes chances que je filme pas parce que je veux vraiment apprécier mon moment avec eux. Puis si je pars seule, ben il faut que j'aille du temps que j'ai envie de créer pour le faire. OK, fait que commençons par la première question. Ça se peut qu'il y en a qui se ressemblent, que je filtre à mesure parce que j'ai pas vraiment pris le temps de faire le ménage avant de faire cette vidéo-là, puis je veux pas qu'elle soit trop longue non plus. Est-ce que c'est sain de rester en contact pour du sexe et des bons moments avec ton ex que tu aimes encore ou il vaut mieux couper les ponts pour avancer? Je pense pas que c'est non définitif. Je pense que si les deux parties sont consentantes à vivre ça pour quelque chose de différent, sans souffrir émotionnellement, fine. Mais selon mon expérience, il y a toujours une des deux personnes qui est encore attachée. Dans ce cas-ci, cette personne-là dit qu'elle aime encore son ex. Donc, comment peux-tu encore aimer quelqu'un, mais te dissocier de ça pour avoir juste la partie physique? Est-ce que, questionnement que je me pose, c'est plus une excuse pour rester en contact avec ton ex puis peut-être potentiellement le revoir encore ou éviter de penser que c'est réellement fini? Hello, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'une relation peut repartir de plus belle quand tu te soignes enfin? Si tu n'es plus avec la personne, puis qu'il y avait des côtés problématiques à la relation, que ce soit de ton côté ou pas, puis que toi, tu te soignes, ça ne veut pas dire que l'autre va accueillir ça. Ça ne veut pas dire que l'autre s'est soigné non plus. Puis j'aime pas vraiment le mot « soigner » parce que c'est comme dire que parce que toi, tu avais des problèmes, toute la relation a chié. C'est comme porter le poids au complet d'une relation puis dire que toi, si tu changes assez, là, si tu es enfin assez, cette relation-là va fonctionner. Il y a une autre personne dans cette relation-là qui était là, puis qui est peut-être encore là. Elle aussi, il faut qu'elle fasse ses efforts. C'est noble de vouloir travailler sur ce qu'on a à travailler, puis je pense que c'est super sain de le faire, puis essentiel, en fait. Mais ça ne veut pas dire que parce que toi, tu fais les efforts, puis que tu sens que tu guéris intérieurement, puis que tu deviens une meilleure personne, que cette relation-là va plus fonctionner. J'imagine que faut l'essayer, puis pas prendre tout le poids de ça. Cette question-là, je l'aime parce qu'elle est un peu poétique puis métaphorique en même temps. Pourquoi couper la corde lorsque l'on peut défaire les nœuds? Lorsque l'on peut défaire les nœuds. Qui décide qu'on peut défaire les nœuds? OK, peut-être que toi, tu sens que tu peux défaire des nœuds là-dedans. Mais si l'autre personne ne sent pas qu'elle peut défaire les nœuds, qu'elle ne sait pas comment ou qu'elle n'a pas envie de le faire, ça ne se passe pas. OK, la prochaine question/commentaire est assez fournie, mais je pense que ça peut vraiment aider toutes les personnes qui ont de la misère à passer à autre chose dans leur vie, qui ont vécu une rupture, qui sont encore amoureux ou amoureuses de leur ex. Je n'ai jamais de commentaires, mais si quelqu'un a des conseils, pour moi, je suis preneuse. Ça va bientôt faire 8 mois que c'est fini et je suis toujours autant follement amoureuse. Et la seule pensée qui tourne en rond dans ma tête, c'est d'avoir l'espoir d'être persuadée que cette personne revienne, c'est elle qui a mis les guillemets, et qu'on se retrouve un jour. J'ai l'impression d'être dans un immense déni, elle l'a mis en majuscule, et je n'arrive pas à m'en détacher. Cette personne m'a pourtant dit très clairement qu'il n'y avait plus d'amour de son côté et même plus d'attirance. Mais je n'arrive pas à passer à autre chose. C'était ma première relation amoureuse, première fois, premier amour et ça a duré 3 ans. Je pense que ça justifie l'intensité de ma peine, mais j'aimerais passer l'étape du déni pour avancer. Premièrement, tu n'es pas dans un déni. Tu sais qu'est-ce qui se passe au complet, tu le décris très bien, OK? Fait qu'il n'y a pas de déni là-dedans. Le seul déni que je vois, c'est le déni de ne pas vouloir vivre ce que ça te fait vivre, de vivre ça. Fait que tant que tu vas résister ça,
tu vas continuer de le vivre. Puis il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce que moi, quand j'ai lu la question pour la première fois, je vois, c'était mon premier amour, première fois, ça a duré 3 ans, j'étais comme, oh my God, premier amour, c'est intense. Puis ça, c'est mon histoire de mon premier amour. Puis c'est des histoires qu'on se crée que parce que c'est la première fois, ça devrait être plus intense, ça devrait durer plus longtemps comme peine d'amour. C'est normal qu'on vive autant d'émotions en ce moment. Tu sais, jusqu'à quand qu'on peut jouer la carte de « c'était mon premier amour », fait que c'est normal que ça soit aussi intense. Tu sais, ce qui est normal, c'est juste de sentir des émotions. C'est pas parce qu'il y a quelque chose d'externe qui vient justifier. C'est juste normal que tu te sentes comme ça, point. Puis encore là, il n'y a pas de normalité. T'sais, ça peut être normal de s'en remettre en 2 mois aussi. Why not? La prochaine question, il y a beaucoup de gens que j'ai vu en commentaire qui l'ont écrit, OK? Soit en commentaire ou en question, là, mais ça revient énormément souvent. Puis c'est « Je vis aujourd'hui une des pires ruptures, c'est horrible. J'ai perdu l'homme de ma vie. » C'est même pas une question, tu sais, c'est juste comme un statement de « c'est horrible, je vis de la peine, puis j'ai perdu la personne de ma vie. » Juste ces mots-là sont très dangereux parce que c'est comme dire qu'il n'y aura plus jamais d'autres personnes qui vont pouvoir remplacer ça parce que c'était la personne de ta vie. Premièrement, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne de notre vie ici, OK? Je crois qu'on a développé des sentiments vraiment intenses avec quelqu'un à travers soit des années ou juste une couple de mois, puis qu'on pense que cette personne-là est le modèle parfait qui répond à ce qu'on a besoin pour vivre heureux forever and ever. C'est comme remettre son bonheur pleinement entre les mains de quelqu'un. Puis se dire qu'il n'y a plus jamais personne qui va nous apporter ça. On est la personne de notre vie. Je sais que ça va faire mal parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui vont m'écouter en ce moment puis ça va peut-être les blesser, mais il y a quelque chose de simple qui me vient en tête qu'il faut absolument que je partage, on dirait, là, puis c'est si c'était la personne de ta vie, elle serait encore dans ta vie. Qui reste? Toi. T'es la personne de ta vie. C'est ça qui était ça, hein? On va laisser ça retomber un peu. Pas drôle. OK, le prochain commentaire vient d'un extrait de ma vidéo « Comment guérir d'une rupture amoureuse » où je parle d'un parallèle et d'une étude qui a été faite sur la drogue versus les peines amoureuses. Apparemment, le cerveau réagit de la même façon à une rupture amoureuse qu'à un sevrage de drogue. Puis la personne dit « La comparaison avec la drogue est très bonne, la fille qui m'a quitté, c'est ma coke. » Je vois pas comment on peut se sevrer. Très bonne question. Je pense que ce serait intéressant d'aller voir comment on peut se sevrer d'une drogue normalement. Donc, c'est quoi les étapes, puis de transposer ça dans notre vie amoureuse, puis dans notre rupture. J'ai quand même marqué les grandes lignes pour moi qui sont assez évidentes, mais premièrement, avoir moins de contact, voire même plus de contact avec la drogue en question. Donc, de ne pas aller chercher sa dose pour après ça revivre un autre sevrage, c'est extrêmement difficile. Outre ça, c'est la patience parce qu'il faut le vivre. Ça fait mal, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Fait que si on n'a pas la patience nécessaire, bien, on va vouloir retomber là-dedans. Puis on va même retomber dans notre histoire de ça. Puis le troisième, c'est avoir confiance qu'on peut le faire. Tout le monde est capable de passer à travers une rupture amoureuse puis se prendre en main, mais c'est d'avoir la confiance parce que si on n'a pas la confiance puis on pense qu'on est victime de sa drogue, bien c'est là où on se laisse aller, c'est là où on tombe plus bas, c'est là où on n'avance pas. C'est de se responsabiliser là-dedans. Tu sais, c'est d'être pleinement là, d'avoir la patience et la confiance qu'on est capable de vivre ça, de traverser cette souffrance-là, de se donner ce qu'on a besoin, puis de se transformer, puis de plus avoir cette drogue-là dans le sang, énergétiquement. Comment fait-on si on considère que la vraie joie, le vrai bonheur, c'était quand on était avec cette personne avec qui on ne peut plus rien partager? C'est correct de le penser puis de réaliser qu'on le pense. Je pense que la première étape là-dedans, c'est faire « OK, je pense vraiment ça, intéressant. Est-ce que c'est ma réalité? » Puis la première réponse qu'on va avoir, c'est sûrement « Oui. » C'est les seules fois où j'ai vraiment été heureux. C'est là où j'ai les plus gros highs de ma vie. C'est vraiment ça qui me rend heureux, puis c'est la seule chose qui peut me rendre heureux. Et quand on y pense, c'est impossible qu'une seule chose, une seule personne nous rende vraiment heureux, puis totalement heureux, puis surtout pas quand ça vient de l'externe à soi. Si on pense que le bonheur vient de l'extérieur, on va vivre malheureux toute notre vie en cherchant constamment une autre personne qui va nous emmener ça. Fait que ça dépend juste de ce que tu veux dans la vie. Si tu veux continuer de croire ça, que le seul bonheur qui existe, c'est à l'extérieur, puis c'était surtout cette personne-là, you're fucked. La seule issue que je vois, c'est de commencer à progressivement changer l'histoire, changer la croyance, puis de faire des affirmations positives, de changer le message quand on en prend conscience, de servir peut-être de la méditation puis des affirmations tous les jours
pour changer le cerveau puis le chemin qu'il a décidé de prendre à chaque fois qu'on pense cette personne bonheur, d'aller changer la direction vers autre chose qui devient une autre vérité, qui est beaucoup plus saine puis qui amène beaucoup plus de possibilités de bonheur finalement. Il manque des mots. Hello, je voulais savoir quand tu t'es senti libre de vivre... Ah non, je suis juste dyslexique. Hello, je voulais savoir quand tu t'es senti libre de vivre ta vie en étant heureuse avec toi-même. Je suis actuellement en dépression et je fais tout pour aller mieux, mais j'ai toujours l'impression que c'est insuffisant. Merci à toi. Bien, d'un sens, ça va toujours l'être si tu penses qu'il faut que ça soit à 100% toujours heureuse. Il y a ce concept-là de penser qu'on doit être 100% toujours heureuse seule. Il y a des challenges quand on est seul. On deal avec tous nos problèmes tout seul. Des fois, on aurait le goût d'avoir quelqu'un dans notre vie. Puis, il y a des journées, des mois où c'est vraiment de la merde puis on se sent pas bien mentalement. Fait que déjà, d'enlever la pression qu'on devrait en faire assez pour être tout le temps heureuse, ça va enlever le sentiment qu'on n'en fait pas assez. Si tu dis que tu fais tout pour aller mieux, bien, je serais curieuse de voir c'est quoi ce tout-là que tu penses qu'il faut que tu fasses pour aller mieux. Des fois, c'est juste des croyances qu'on essaye de faire, mais c'est pas nécessairement ce qu'on a besoin. Fait que moi, je retournerais plus à qu'est-ce que tu as réellement besoin en ce moment? As-tu besoin de réconfort? As-tu besoin qu'on t'écoute? As-tu besoin d'extérioriser ça? Tu sais, peu importe, là, ça peut prendre beaucoup de formes, puis ça change énormément là, d'une seconde à l'autre dans une journée. On n'a pas les mêmes sentiments, on a besoin de différentes choses, puis c'est un peu de jongler avec tout ça, puis de l'écouter le plus possible, puis de ne pas se forcer à faire des choses qu'on pense qu'on a besoin, mais qui nous font pas vraiment de bien au final. Puis des fois, ça peut être dur à déceler aussi parce que ça nous tente pas tout le temps, exemple, de méditer, mais c'est après un moment qu'on voit progressivement un changement. Fait qu'il y a quelque chose par rapport à ne pas te forcer à faire des choses que tu penses qu'il faut que tu fasses pour aller mieux. Fait que là, t'es découragé parce que t'es là, je fais tout, esti, puis ça va pas mieux. C'est peut-être pas ça que t'as besoin aussi, mais d'avoir la patience que ça se peut que ça se règle pas demain. Même pas qu'à... OK. Juste le fait de demander ça, c'est comme de penser qu'il y aurait une seule solution, tu sais. Fait que déjà, peut-être de démanteler cette chose-là puis te dire qu'est-ce qui ferait en sorte que toi, tu te sentirais libre de vivre ta vie heureuse avec toi-même. Il y avait aussi une question par rapport à moi, comment j'ai fait ça dans ma vie, là. Je voulais savoir quand tu t'es sentie libre de vivre ta vie en étant heureuse avec toi-même. Premièrement, je me suis toujours sentie libre de vivre ma vie. Il n'y a pas de liberté vraiment là-dedans, même si je comprends la question. Puis même si ça va être différent pour tout le monde, je pense que c'est de cultiver des moments où on est bien avec soi-même. Fait que pour moi, tout de suite en partant, là, j'ai pris ça très à cœur, là. Exemple, si je faisais mon breathwork avec moi-même, j'étais bien après avec moi-même. Si je partais en auto, puis que j'allais camper, puis que j'avais une mission, puis j'écoutais des podcasts, puis je roulais sa route, ça me fait sentir bien avec moi-même. Je vis un beau... C'est comme si j'étais à côté de moi dans l'auto, puis que je vivais un bon moment avec moi-même. Plus j'y vivais, plus je me rendais compte que j'étais capable d'être bien avec moi-même, plus c'est devenu ma réalité. Puis là, ben quand ça devient ta réalité... Quand tu penses à quelqu'un d'autre, t'es pas en train de te dire que tu peux pas être heureuse sans cette personne-là parce que t'as vraiment vécu autre chose. Ça fait 1 an que je vis autre chose. Fait que clairement, c'est pas ça qui va faire en sorte que je vais plus être bien heureuse. C'est en faisant les choses que je suis bien heureuse de faire. Puis là, je dis beaucoup faire, mais c'est dans l'être aussi, tu sais, puis c'est de faire attention à ses pensées puis les croyances par rapport à ça puis l'histoire qu'on se crée. Je le répète toujours, mais c'est notre pire ennemi de penser qu'on ne peut pas être bien seul. Tout ça, c'est des histoires puis c'est juste d'accueillir qu'est-ce qui est vraiment là, qui est en ce moment, je me sens pas bien avec moi-même. En ce moment. Je n'arrive pas à manger, j'ai perdu mon appétit, je n'arrive pas à faire mon ménage, j'ai l'impression que tout va mal pour moi. Quand je sors avec mes amis, je fais semblant d'aller mieux, mais au contraire, à l'intérieur de moi, je pleure beaucoup et parfois, je me pose la question, est-ce que je vais tenir plus longtemps à ce rythme? Même mes activités de tous les jours, comme le sport, sont devenues pour moi un calvaire. Elles me manquent tellement et énormément. Pourquoi j'ai été con? Pourquoi j'ai récidivé? Pourquoi je l'ai insulté à cause d'un chat? Pourquoi je n'y arrive pas? Moi, la première chose que j'ai le goût de dire, c'est est-ce que tu es capable de t'offrir le pardon nécessaire pour commencer ta guérison? Parce que si tu ne te pardonnes pas, tu vas toujours être en résistance par rapport à tout ça puis te blâmer toi-même. Puis tu ne pourras pas passer à autre chose parce que c'est de ta faute, tout ce qui est arrivé. C'est normal que les choses que tu avais l'habitude de faire
n'ont pas la même saveur en ce moment, puis que ça se peut que tu n'aies même plus le goût de manger ou de vivre. Notre réalité n'est pas unidimensionnelle, que c'est toujours supposé d'aller bien, puis qu'on est supposé de toujours s'entraîner, puis d'aimer ça, s'entraîner, puis de manger, puis que notre corps, il a le goût de manger. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les émotions peuvent nous affecter, puis une façon de se libérer, c'est d'échanger, d'en parler. Parce que là, je vois que il y a un « je fais semblant que ça va bien » dans ton message, puis c'est comme une trahison que tu te fais à toi-même de pas pleinement exprimer puis vivre ce que tu as besoin dans un contexte sécuritaire. Si c'est pas avec tes amis, ça peut être avec un thérapeute, avec quelqu'un. Il y a de quoi par rapport à libérer cette énergie-là, puis se pardonner, qui est très fort dans le message, puis qui va te permettre de revenir dans un espace où il y a plus de place pour éventuellement ramener des choses qui vont te faire du bien. Comment accepter de devoir vivre sa vie seule, sans partenaire? J'ai 40 ans, eu des relations amoureuses foireuses, pas de problème d'amour-propre. Cependant, je reste lucide et j'essaie de me préparer à rester seule et cela m'angoisse énormément. Des fois, j'ai des espèces de paranoïa, des peurs, là, qu'il y a certaines choses qui peuvent m'arriver. Comme l'année passée, ça peut paraître fou, mais j'avais tellement mal partout dans le corps, là. J'ai énormément des douleurs musculaires de jointure que je me sentais comme si j'avais 70 ans, puis j'en ai 36. Puis là, je me suis mis à croire que j'avais le cancer parce que j'ai passé plein de tests partout, des prises de sang, j'étais allée voir plein de spécialistes, puis il y a personne qui trouve rien. Fait que j'étais comme, il n'y a pas d'autre explication que c'est un cancer rare que personne ne peut découvrir, puis là, j'étais en train de crever. Fait que qu'est-ce que je fais dans ce temps-là, souvent, c'est que je vais en plein dedans. Puis là, tu sais, je suis pas en train de te dire de vivre un trauma puis de te traumatiser avec ça, mais juste de voir qu'est-ce qui se passe si c'est vraiment ça qui arrive. Fait que là, je me suis mis à penser, OK, mettons, j'ai le cancer, je souffre énormément, je suis sur mon lit à l'hôpital. C'est vraiment trash, là, ce que je raconte, OK? Mais c'est vraiment pour dire que ce qu'on essaie d'éviter, là, puis ce qu'on a peur de penser, puis tu sais, on essaie de le repousser. Mais qu'est-ce qui se passe réellement si ça se passe? Parce qu'on ne contrôle pas tout dans la vie, OK? De voir jusqu'où ça peut aller, cette histoire-là, puis où ça peut te mener. Puis moi, c'était comme, OK, je suis sur mon lit de mort, j'ai eu une belle vie, j'ai pas vraiment de regrets, tout le monde que j'aime sont là autour de moi. Puis on dirait que ça m'a comme sorti de ma peur, parce que j'étais comme, le pire qui pourrait arriver est pas si pire que ça, finalement. Puis là, je sais que c'est extrême, c'est pas tout le monde qui va penser comme ça, mais moi, ça m'aide. Tu sais, de faire face à c'est quoi la peur? OK, ben Chris, on va regarder ce qui se passe si ça arrive vraiment, parce qu'une peur, c'est souvent des choses qui arriveront jamais ou qu'on pense qu'ils vont arriver puis que ça va donc bien nous fucker quand, dans le fond, quand ça arrive, c'est comme, ben, on n'a pas le contrôle puis c'est ça qui arrive. Qu'est-ce qui pourrait arriver si tu restes ta vie seule? C'est quoi le chemin? Ça veut pas dire rester célibataire toute sa vie parce qu'on a peur d'être seul toute sa vie puis il faut juste l'assumer. On peut aussi faire en sorte de faire un effort différent pour que ça soit pas ça notre réalité. Mais je pense qu'il faut accepter que ça se peut. C'est une possibilité, puis de la vivre pleinement, puis voir ce qui se passe en dedans de nous, puis voir c'est quoi le manque, dans le fond, là-dedans. Tu sais, c'est quoi que ça nous fait ressentir si on reste seul toute notre vie, puis de faire en sorte de nous apporter ce qu'il faut pour se sentir bien là-dedans, que ce soit daté ou pas. Comment gérer un break volontaire en couple? Comment gérer? J'aime pas le mot gérer. Tu sais, c'est comme contrôler, tu sais. Moi, j'aime plus laisser être ce qui est, puis de laisser remonter ce qu'il y a à remonter par rapport à comment ça nous fait sentir ce manque-là de l'autre personne, d'où ça vient, puis qu'est-ce qui est vrai là-dedans, qu'est-ce qui est vrai par rapport à ça, puis qu'est-ce qu'on a le goût de partager à son ou sa partenaire par rapport à ça éventuellement. Est-ce qu'on a le goût d'avoir la même vie avec cette personne-là qu'avant aussi? Puis il n'y a pas juste toi dans ça, là. Il y a l'autre personne aussi. Fait que je pense que si vous avez décidé de prendre une pause mutuelle, premièrement, respectez cette pause-là. Ça ne veut pas dire d'ignorer l'autre personne, mais c'est sûr que de vivre le vide va permettre aux deux de réaliser qu'est-ce qui se passe quand l'autre n'est pas là. Chose qui n'est pas vraiment possible si on reste dans la vie de l'autre. Puis aussi de respecter que l'autre a ses besoins, puis de checker in par rapport à ça. Tu sais, juste de demander « Hey, voici ce que moi je ressens. Est-ce que tu es prêt ou prête à parler? Est-ce que qu'est-ce que tu as besoin? » Tu sais, de vraiment se soucier aussi des besoins de l'autre là-dedans et non juste de dire « Ben moi, je me sens de même, c'est ça que j'ai besoin. » Bon, là, j'ai une autre personne qui dit « Je suis détruit, je fais semblant que ça va bien, je fais quoi? » Bon, là, j'ai déjà répondu au fait que faire semblant que ça va bien, it's no good. Le maudite vie à la fin me fait rire parce que c'est comme blâmer la vie, tu sais, c'est comme crise de vie de merde qui m'amène juste des hosties de défis, j'étais écœurée, je subis la vie au lieu de la vivre. OK, moi, c'est ça que je ressens parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois de blâmer la vie pour mes shit, là. La vie, on la contrôle pas. Les choses qui se passent autour, on les contrôle pas. On se contrôle nous-mêmes. Je le répète tout le temps, là.
Mais premièrement, c'est d'arrêter de faire semblant que ça va pas bien. Puis deuxièmement, c'est comme, OK, c'est pas de la faute à la vie. Moi, je me suis mis dans cette situation-là où je vis ça parce que c'est venu à moi, mais comment je réagis, c'est ça le plus important là-dedans. Il y a beaucoup de mots forts dans les messages que je lis, d'identification aux mots les plus forts qui existent. Puis quelque chose que je recommanderais à tout le monde, c'est d'écrire exactement comment vous vous sentez, puis d'analyser les mots que vous écrivez, puis de voir l'inverse de ça, dans le fond. Le paradoxe qui existe, le « je suis pas complètement ça, c'est impossible d'être complètement quelque chose », fait qu'est-ce qui existe quand je suis l'opposé de ça? Comme là, il a dit « je suis détruit ». OK, c'est quoi être construit? À quoi ça ressemble? Puis t'es pas complètement détruit parce que sinon tu serais plus sur Terre. Fait que ça ressemble à quoi la version de toi qui est construite? Comment remonter quand on est devenu l'ex-toxique? Cette personne-là, j'y ai demandé un petit peu de précision parce que je trouvais ça intéressant comme question, mais je n'étais pas sûre de comprendre. En gros, la relation s'est finie, puis la personne s'est mise à beaucoup écrire à son ex en question, puis à partager comment elle se sentait, puis à un peu harceler cette personne-là, finalement, pour revenir dans sa vie constamment. Je dirais pas que c'est un comportement toxique en soi, là. C'est juste que ça manque de contrôle de soi. Comment peux-tu ne pas agir impulsivement encore et encore? Parce que là, tu l'as fait, ça marche pas, tu te sens comme de la merde là-dedans, tu te sens comme un ex toxique. Es-tu capable de, premièrement, arrêter le comportement qui fait que tu te trouves toxique là-dedans? Puis sinon, qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'es pas capable d'arrêter? Pour moi, c'est pas un comportement toxique, c'est vraiment d'agir dans la peur puis dans l'impulsivité, de perdre cette personne-là puis de tout faire pour pas perdre cette personne-là puis finalement se ramasser qu'on perd encore plus cette personne-là. Premièrement, changer le comportement qui fait en sorte que tu te trouves toxique en ce moment, d'accueillir la peur qui vient avec ça que cette personne-là est plus là, puis ça se peut qu'elle ne revienne pas, de laisser le temps puis l'espace faire son travail. Ça se peut que la personne ne soit pas prête à nous parler en ce moment. Si on continue d'agir impulsivement par rapport aux envies puis aux peurs qui nous contrôlent, qui prennent le total contrôle de nous-mêmes, on va reproduire ça dans une prochaine relation. T'es pas toxique, t'es juste humaine. Pour finir, je veux pas ignorer cette question-là, mais elle a comme plus ou moins rapport dans la vidéo, mais je me dis que ça va peut-être changer le sujet en même temps. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je riais quand je prenais des champignons. Quand je prends des champignons, je les prends sous forme soit dans une cérémonie ou avec moi-même en introspection. Fait que je vais me coucher dans mon lit, je vais avoir un masque de yeux, j'aurai pas personne avec moi nécessairement, à moins que je prenne une grosse dose, puis ça m'arrive vraiment pas souvent. Je prends plus vraiment de champignons, c'est très rare, j'en ai pas pris depuis vraiment longtemps. Je le vois vraiment comme une médecine qui n'est pas supposée être tout le temps là dans ma vie, mais qui est là comme support quand j'en ai besoin, quand je le sens. Je suis introvertie dans la vie, même si ça paraît peut-être pas ou que les gens ne le savent pas. Fait que moi, je me nourris énormément seule. Je suis aussi hyper sensible. Fait que je suis sensible aux énergies, au monde. J'ai une énorme bulle. Fait que quand je prends du champignon, je remarque que ça grossit encore plus la bulle ou ça met encore plus en évidence ce côté-là de moi. J'ai pas vraiment de... Je ris pas vraiment sur le champignon. Je suis plus vraiment consciente de tout ce qui existe, de comment je me sens, puis de tout ce qui se passe en dedans de moi. C'est pas une drogue, pour moi, c'est une médecine, puis ça me fait pas le même effet que certaines personnes, puis c'est correct. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, partageant, en commentant et vous abonnant, bien sûr. Merci énormément pour vos questions. Je me sens choyée de pouvoir y répondre et que vous m'apportez cette confiance-là, cette vulnérabilité-là, de pouvoir vous aider sur votre chemin, de pouvoir vous accompagner. Si toutefois vous désirez avoir un one-on-one avec moi, c'est possible. Je fais du coaching en individuel et en groupe, donc je vais laisser le lien dans la description. Et si jamais vous voulez me poser des questions, juste une petite question comme ça, puis que j'y réponde peut-être dans un prochain vidéo, vous pouvez me suivre sur Instagram, emiliebrousseau.co. Il y a un onglet questions, vous mettez ça là, puis la prochaine fois que je fais une vidéo, je réponds. Merci encore une fois d'être là. On se revoit bientôt. Namaste, guys!